Jeanne R, partie 5. Chapitre 12. La manière calme et douce dont j'avais été reçue à Thornfield semblait m'annoncer une existence facile, et cette espérance fut loin d'être déçue lorsque je connus mieux le château et ses habitants. Madame Fairfax était en effet ce qu'elle m'avait paru tout d'abord. Une femme douce, complaisante, suffisamment instruite, et d'une intelligence ordinaire. Mon élève était une enfant pleine de vivacité. Comme on l'avait beaucoup gâtée, elle était quelquefois capricieuse. Heureusement, elle était entièrement confiée à mes soins, et personne ne s'opposait à mes plans d'éducation, de sorte qu'elle renonça bientôt à ses petits accès d'entêtement et devint docile. Elle n'avait aucune aptitude particulière, aucun trait de caractère, aucun développement de sentiment ou de goût qui pût l'élever d'un pouce au-dessus des autres enfants. Mais elle n'avait aucun défaut qui pût la rendre inférieure à la plupart d'entre eux. Elle faisait des progrès raisonnables, et avait pour moi une affection vive, sinon très profonde. Ses efforts pour me plaire, sa simplicité, son gai babillage, m'inspirèrent un attachement suffisant pour nous contenter l'une et l'autre. Ce langage sera sans doute trouvé bien froid par les personnes qui affichent de solennelles doctrines sur la nature évangélique des enfants et sur la dévotion idolâtre que devraient toujours leur vouer ceux qui sont chargés de leur éducation. Mais je n'écris pas pour flatter l'égoïsme des parents ou pour servir d'écho à l'hypocrisie. Je dis simplement la vérité. J'éprouvais une consciencieuse sollicitude pour les progrès et la conduite d'Adèle, pour sa personne une tranquille affection, de même que j'aimais madame Fairfax en raison de ses bontés, et que je trouvais dans sa compagnie un plaisir proportionné à la nature de son esprit et de son caractère. Me blâmera qui voudra, lorsque j'ajouterai que de temps en temps, quand je me promenais seule, quand je regardais à travers les grilles de la porte la route se déroulant devant moi, ou quand, voyant Adèle jouer avec sa nourrice et madame Fairfax occupée dans l'office, je montais les 3 étages et j'ouvrais la trappe pour arriver à la terrasse. Quand enfin mes yeux pouvaient suivre les champs, les montagnes, la ligne sombre du ciel, je désirais ardemment un pouvoir qui me fît connaître ce qu'il y avait derrière ces limites, qui me fît apercevoir ce monde actif, ces villes animées, dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vues. Alors je souhaitais plus d'expérience, des rapports plus fréquents avec les autres hommes et la possibilité d'étudier un plus grand nombre de caractères que je ne pouvais le faire à Thornfield. J'appréciais ce qu'il y avait de bon dans madame Fairfax et dans Adèle, mais je croyais à l'existence d'autres bontés différentes et plus vives. Ce que je pressentais, j'aurais voulu le connaître. Beaucoup me blâmeront sans doute. On m'appellera nature mécontente, mais je ne pouvais faire autrement. Il me fallait du mouvement. Quelquefois j'étais agitée jusqu'à la souffrance. Alors mon seul soulagement était de me promener dans le corridor du 3e, et, au milieu de ce silence et de cette solitude, les yeux de mon esprit erraient sur toutes les brillantes visions qui se présentaient devant eux. Et certes, elles étaient belles et nombreuses. Ces pensées gonflaient mon cœur, mais le trouble qui le soulevait lui donnait en même temps la vie. Cependant, je préférais encore écouter un conte qui ne finissait jamais, un conte qu'avait créé mon imagination et qu'elle me redisait sans cesse en la remplissant de vie, de flamme et de sentiments. Toutes choses que j'avais tant désirées, mais que ne me donnait pas mon existence actuelle. Il est vain de dire que les hommes doivent être heureux dans le repos. Il leur faut de l'action, et, s'il n'y en a pas autour d'eux, ils en créeront. Des millions sont condamnés à une vie plus tranquille que la mienne, et des millions sont dans une silencieuse révolte contre leur sort. Personne ne se doute combien de rébellions, en dehors des rébellions politiques, fermentent dans la masse d'êtres vivants qui peuplent la terre. On suppose les femmes généralement calmes, mais les femmes sentent comme les hommes. Elles ont besoin d'exercer leurs facultés, et, comme à leurs frères, il leur faut un champ pour leurs efforts. De même que les hommes, elles souffrent d'une contrainte trop sévère, d'une immobilité trop absolue. C'est de l'aveuglement à leurs frères plus heureux
de déclarer qu'elles doivent se borner à faire des puddings, à tricoter des bas, à jouer du piano et à broder des sacs. Quand j'étais ainsi seule, il m'arrivait souvent d'entendre le rire de Grace Poole. Toujours le même rire lent et bas qui la première fois m'avait fait tressaillir. J'entendais aussi son étrange murmure, plus étrange encore que son rire. Il y avait des jours où elle était silencieuse, et d'autres où elle faisait entendre des sons inexplicables. Quelquefois, je la voyais sortir de sa chambre tenant à la main une assiette ou un plateau, descendre à la cuisine et revenir. Oh, romanesque lecteur, permettez-moi de vous dire la vérité entière. Portant un pot de porter, son apparence aurait glacé la curiosité la plus excitée par ses cris bizarres. Elle avait les traits durs, et rien en elle ne pouvait vous attirer. Je tâchais plusieurs fois d'entrer en conversation avec elle, mais elle n'était pas causante. Généralement, une réponse monosyllabique coupait court à tout entretien. Les autres domestiques, John et sa femme Lee, chargés de l'entretien de la maison, et Sophie, la nourrice française, étaient bien, sans pourtant avoir rien de remarquable. Je parlais souvent français avec Sophie, et quelquefois je lui faisais des questions sur son pays natal. Mais elle n'était propre ni à raconter, ni à décrire. D'après ses réponses vagues et confuses, on eût dit qu'elle désirait plutôt vous voir cesser que continuer l'interrogatoire. Octobre, novembre et décembre se passèrent ainsi. Une après-midi de janvier, Madame Fairfax me demanda un jour de congé pour Adèle, parce qu'elle était enrhumée. Adèle appuya cette demande avec une ardeur qui me rappela combien les jours de congé m'étaient précieux lorsque j'étais enfant. Je le lui accordai donc, pensant que je ferais bien de ne pas me montrer exigeante sur ce point. C'était une belle journée, calme, bien que très froide. J'étais fatiguée d'être restée assise tranquillement dans la bibliothèque pendant une toute longue matinée. Madame Fairfax venait d'écrire une lettre. Je mis mon chapeau et mon manteau, et je proposai de la porter à la poste de Hay, distante de 2 milles. Ce devait être une agréable promenade. Lorsqu'Adèle fut confortablement assise sur sa petite chaise, au coin du feu de Madame Fairfax, je lui donnai sa belle poupée de cire, que je gardais ordinairement enveloppée dans un papier d'argent, et un livre d'histoire pour varier ses plaisirs. « Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère demoiselle Jeannette, » me dit-elle. Je l'embrassai et je partis. Le sol était dur, l'air tranquille, et ma route solitaire. J'allais vite jusqu'à ce que je me fusse réchauffée, et alors je me mis à marcher plus lentement, pour mieux jouir et pour analyser ma jouissance. 3 heures avaient sonné à l'église au moment où je passais près du clocher. Ce moment de la journée avait un grand charme pour moi, parce que l'obscurité commençait déjà et que les pâles rayons du soleil descendaient lentement à l'horizon. J'étais à 1 mille de Thornfield, dans un sentier connu pour ses roses sauvages en été, ses noisettes et ses mûres en automne, et qui même alors possédait encore quelques-uns des fruits rouges de l'aubépine. Mais en hiver, son véritable attrait consistait dans sa complète solitude et dans son calme dépouillé. Si une brise venait à s'élever, on ne l'entendait pas, car il n'y avait pas un houx, pas un seul de ces arbres dont le feuillage se conserve toujours vert et fait siffler le vent. L'aubépine flétrie et les buissons de noisetiers étaient aussi muets que les pierres blanches placées au milieu du sentier pour servir de chaussée. Au loin, l'œil ne découvrait que des champs où le bétail ne venait plus brouter, et si de temps en temps on apercevait un petit oiseau brun s'agitant dans les haies, on croyait voir une dernière feuille morte qui avait oublié de tomber. Le sentier allait en montant jusqu'à Hay. Arrivé au milieu, je m'assis sur les degrés d'un petit escalier conduisant dans un champ. Je m'enveloppai dans mon manteau, et je cachai mes mains dans mon manchon de façon à ne pas sentir le froid, bien qu'il fût très vif, ainsi que l'attestait la couche de glace recouvrant la chaussée, au milieu de laquelle un petit ruisseau gelé, pour le moment, avait débordé quelques jours auparavant, après un rapide dégel. De l'endroit où j'étais assise, j'apercevais Thornfield. Le château gris et surmonté de créneaux était l'objet le plus frappant de la vallée. À l'est,
on voyait s'élever les bois de Thornfield et les arbres où nichaient les corneilles. Je regardais ce spectacle jusqu'à ce que le soleil descendît dans les arbres et disparut entouré de rayons rouges. Alors je me tournai vers l'ouest. La lune se levait sur le sommet d'une colline, pâle encore et semblable à un nuage, mais devenant de moment en moment plus brillante. Elle planait sur Hay, qui, à moitié perdu dans les arbres, envoyait une fumée bleue de ses quelques cheminées. J'en étais encore éloigné d'1 mille, et pourtant, au milieu de ce silence complet, les bruits de la vie arrivaient jusqu'à moi. J'entendais aussi des murmures de ruisseaux. Dans quelle vallée, à quelle profondeur? Je ne pouvais le dire, mais il y avait bien des collines au-delà de Hay, et sans doute bien des ruisseaux devaient y couler. La tranquillité de cette soirée trahissait également les courants les plus proches et les plus éloignés. Un bruit soudain vint bientôt mettre fin à ces murmures, si clairs bien qu'éloignés. Un piétinement, un son métallique effaça le doux bruissement des eaux, de même que dans un tableau la masse solide d'un rocher ou le rude tronc d'un gros chêne profondément enraciné au premier plan empêche d'apercevoir au loin les collines azurées, le lumineux horizon et les nuages qui mélangent leurs couleurs. Le bruit était causé par l'arrivée d'un cheval le long de la chaussée. Les sinuosités du sentier me le cachaient encore, mais je l'entendais approcher. J'allais quitter ma place, mais, comme le chemin était très étroit, je restais pour le laisser passer. J'étais jeune alors, et mon esprit était rempli de toutes sortes de créations brillantes ou sombres. Les souvenirs des contes de nourrice étaient ensevelis dans mon cerveau, au milieu d'autres ruines. Cependant, lorsqu'ils venaient à sortir de leurs décombres, ils avaient plus de force et de vivacité chez la jeune fille qu'ils n'en avaient eu chez l'enfant. Lorsque je vis le cheval approcher au milieu de l'obscurité, je me rappelai une certaine histoire de Bessie, où figurait un esprit du nord de l'Angleterre, appelé Guy Thrush. Cet esprit qui apparaissait sous la forme d'un cheval, d'un mulet ou d'un gros chien, hantait les routes solitaires, et s'avançait quelquefois vers les voyageurs attardés. Le cheval était prêt, mais on ne le voyait pas encore. Lorsque, outre le piétinement, j'entendis du bruit sortir de la haie, et je vis se glisser le long des noisetiers un gros chien qui, grâce à son pelage noir et blanc, ne pouvait être confondu avec les arbres. C'était justement une des formes que prenait le Guy Thrush de Bessie. J'avais bien, en effet, devant les yeux, un animal semblable à un lion, avec une longue crinière et une tête énorme. Il passa pourtant assez tranquillement devant moi, sans me regarder, avec des yeux étranges, comme je m'y attendais presque. Le cheval suivait. Il était grand et portait un cavalier. Cet homme venait de briser le charme, car jamais être humain n'avait monté Guy Thrush. Il était toujours seul, et, d'après mes idées, les lutins pouvaient bien habiter le corps des animaux, mais ne devaient jamais prendre la forme vulgaire d'un être humain. Ce n'était donc pas un Guy Thrush, mais simplement un voyageur suivant le chemin le plus court pour arriver à Millcote. Il passa, et je continuai ma route. Mais au bout de quelques pas, je me retournai, mon attention ayant été attirée par le bruit d'une chute et par cette exclamation. « Que diable faire maintenant ?» Monture et cavalier étaient tombés. Le cheval avait glissé sur la glace de la chaussée. Le chien revint sur ses pas. En voyant son maître à terre et en entendant le cheval souffler, il poussa un aboiement dont sa taille justifiait la force et qui fut répété par l'écho des montagnes. Il tourna autour du cavalier et courut à moi. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Il n'avait pas moyen d'appeler d'autre aide. Je le suivis, et je trouvai le voyageur s'efforçant de se débarrasser de son cheval. Ses efforts étaient si vigoureux que je pensais qu'il ne devait pas s'être fait beaucoup de mal. Néanmoins, m'approchant de lui,
Êtes-vous blessé, monsieur ? Demandai-je. Il me sembla l'entendre jurer. Pourtant, je n'en suis pas bien certaine. Toujours est-il qu'il grommela quelque chose, ce qui l'empêcha de me répondre tout de suite. « Que puis-je faire pour vous ? Demandai-je de nouveau. « Tenez-vous de côté, me répondit-il en se plaçant d'abord sur ses genoux, puis sur ses pieds. Alors commença une opération difficile, bruyante, accompagnée de tels aboiements que je fus obligé de m'écarter un peu. Mais je ne voulus pas partir sans avoir vu la fin de l'aventure. Elle se termina heureusement. Le chien fut apaisé par un « À bas, pilote !» Le voyageur voulut marcher pour voir si sa jambe et son pied étaient en bon état. Mais cet essai lui fit probablement mal, car, après avoir tenté de se lever, il se rassit promptement sur une des marches de l'escalier. Il paraissait que ce jour-là, j'étais d'humeur à être utile, ou du moins complaisante, car je m'approchai de nouveau et je dis « Si vous êtes blessé, monsieur, je puis aller chercher quelqu'un à Thornfield ou à Hay. »« Merci, cela ira. Je n'ai pas d'os brisé, c'est seulement une foulure. » Il voulut de nouveau essayer de marcher, mais il poussa involontairement un cri. Le jour n'était pas complètement fini, et la lune devenait brillante. Je pus voir l'étranger. Il était enveloppé d'une redingote à collet de fourrure et à boutons d'acier. Je ne pus pas remarquer les détails, mais je vis l'ensemble. Il était de taille moyenne, et avait la poitrine très large, la figure sombre, les traits durs, le front soucieux. Ses yeux et ses sourcils contractés indiquaient une nature généralement emportée et mécontente pour le moment. Il n'était plus jeune, et n'avait pourtant pas encore atteint l'âge mûr. Il pouvait avoir 35 ans. Sa présence ne m'effraya nullement et m'intimida à peine. Si l'étranger avait été un beau jeune homme, un héros de roman, je n'aurais pas osé le questionner encore malgré lui et lui offrir des services qu'il ne me demandait pas. Je n'avais jamais parlé à un beau jeune homme. Je ne sais si j'en avais vu. Je rendais un hommage théorique à la beauté, à l'élégance, à la galanterie et au charme fascinant. Mais si jamais j'eusse rencontré toutes ces qualités réunies chez un homme, un instinct m'aurait averti que je ne pouvais pas sympathiser avec lui, et que lui ne pouvait pas sympathiser avec moi. Je me serais éloigné de lui comme on s'éloigne du feu, des éclairs, enfin, de tout ce qui est antipathique, quoique brillant. Si même cet étranger m'eût souri, s'il se fût montré aimable à mon égard, s'il m'eût gaiement remercié pour mes offres de service, j'aurais continué mon chemin sans être le moins du monde tenté de renouveler mes questions. Mais la rudesse du voyageur me mit à mon aise, et, lorsqu'il me fit signe de partir, je restai, en lui disant « Mais, monsieur, je ne puis pas vous abandonner à cette heure, dans ce sentier solitaire, avant de vous avoir vu en état de remonter sur votre cheval. » Il me regarda et reprit aussitôt. « Il me semble qu'à cette heure, vous-même devriez être chez vous, si vous demeurez dans le voisinage. D'où venez-vous ? » ?»« De la vallée, et je n'ai nullement peur d'être tard dehors quand il y a clair de lune. Je courrais avec plaisir jusqu'à Hay, si vous le souhaitiez. Du reste, je vais y jeter une lettre à la poste. »« Vous dites que vous venez de la vallée ? Demeurez-vous dans cette maison surmontée de créneaux ? » me demanda-t-il en indiquant Thornfield, que la lune éclairait de ses pâles rayons. Le château ressortait en blanc sur la forêt, qui, par sa masse sombre, formait un contraste avec le ciel de l'ouest. « Oui, monsieur. »« À qui appartient cette maison ? » ?»« À monsieur Rochester. »« Connaissez-vous monsieur Rochester ? » ?»« Non, je ne l'ai jamais vu. »« Il ne demeure donc pas là ? » ?»« Non. »« Pourriez-vous me dire où il est ? » ?»« Non, monsieur. »« Vous n'êtes certainement pas une des servantes du château. Vous êtes... » Il s'arrêta et jeta les yeux sur ma toilette, qui, comme toujours, était très simple. Un manteau de mérinos noir et un chapeau de castor que n'aurait pas voulu porter la femme de chambre d'une lady. Il semblait embarrassé de savoir qui j'étais.
je vins à son secours. « Je suis la gouvernante. »« Ah, la gouvernante, » répéta-t-il. « Le diable m'emporte si je ne l'avais pas oubliée, la gouvernante. » Et je fus de nouveau obligé de soutenir son examen. Au bout de 2 minutes, il se leva, mais, quand il essaya de marcher, sa figure exprima la souffrance. « Je ne puis pas vous charger d'aller chercher du secours, » me dit-il, « mais si vous voulez avoir la bonté de m'aider, vous le pourrez. »« Je ne demande pas mieux, monsieur. »« Avez-vous un parapluie dont je puisse me servir en place de bâton ? » ?»« Non. »« Alors, tâchez de prendre la bride du cheval et de me l'amener. Vous n'avez pas peur, je pense. » Si j'avais été seule, j'aurais été effrayée de toucher à un cheval. Cependant, comme on me le commandait, j'étais toute disposée à obéir. Je laissai mon manchon sur l'escalier et je m'avançai vers le cheval. Mais c'était un fougueux animal et il ne voulut pas me laisser approcher de sa tête. Je fis effort sur effort, mais en vain. J'avais même très peur en le voyant frapper la terre de ses pieds de devant. Le voyageur, après nous avoir regardés quelque temps, se mit enfin à rire. « Je vois, dit-il, que la montagne ne viendra pas à Mahomet. Ainsi, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aider Mahomet à aller à la montagne. Venez ici, je vous prie. » Je m'approchai. « Excusez-moi, continua-t-il, la nécessité me force à me servir de vous. » Il posa une lourde main sur mon épaule et, s'appuyant fortement, il arriva jusqu'à son cheval, dont il se rendit bientôt maître. Puis il sauta sur sa selle en faisant une affreuse grimace, car cet effort avait ravivé sa douleur. « Maintenant, dit-il en soulageant sa lèvre inférieure de la rude morsure qu'il lui infligeait, « maintenant, donnez-moi ma cravache qui est là, sous la haie. » Je la cherchai et la trouvai. « Je vous remercie. À présent, portez vite votre lettre à Hay et revenez aussi promptement que possible. » Il donna un coup d'éperon au cheval, qui rua, puis partit au galop. Le chien le suivit, et tous trois disparurent, comme la bruyère sauvage que le vent des forêts emporte en tourbillon. Je repris mon manchon, et je continuai ma route. L'aventure était terminée. Ce n'était pas un roman. Elle n'avait même rien de bien intéressant. Mais elle avait changé une des heures de ma vie monotone. On avait eu besoin de moi, on m'avait demandé un secours, que j'avais accordé. J'étais contente, j'avais fait quelque chose. Bien que cet acte puisse paraître trivial et indifférent, j'avais pourtant agi, et, avant tout, j'étais fatiguée d'une existence passive. Et puis, une nouvelle figure était comme un nouveau portrait dans ma galerie. Elle différait de toutes les autres. D'abord parce que c'était celle d'un homme, ensuite parce qu'elle était sombre et forte. Je l'avais devant les yeux lorsque j'entrai à Hay et que je jetai ma lettre à la poste. Et je la voyais encore en descendant la colline qui devait me ramener à Thornfield. Arrivé devant l'escalier, je m'arrêtai. Je regardais tout autour de moi et j'écoutais, me figurant que j'allais entendre le pas d'un cheval sur la chaussée et voir un cavalier enveloppé d'un manteau suivi d'un chien de Terre-Neuve semblable à un Guy Trash. Je ne vis qu'une haie et un saule émondé par le haut qui se tenait droit comme pour recevoir les rayons de la lune. Je n'entendis qu'un vent qui sifflait au loin dans les arbres de Thornfield. Et, jetant un regard vers l'endroit d'où partait le murmure, j'aperçus une lumière à l'une des fenêtres du château. Je me rappelai alors qu'il était tard, et je hâtai le pas. Je n'aimais pas le moment où il fallait rentrer à Thornfield. Franchir les portes du château, c'était reprendre mon immobilité, traverser la salle silencieuse, monter le sombre escalier, entrer dans ma petite chambre isolée et passer une longue soirée d'hiver avec la tranquille madame Fairfax, avec elle seule. N'y avait-il pas là de quoi détruire la faible excitation causée par ma promenade ?
N'étaient-ce pas jeter sur mes facultés les chaînes invisibles d'une existence trop monotone, d'une existence dont je ne pouvais même pas apprécier les avantages? Il m'aurait fallu les orages d'une vie incertaine et pleine de luttes, une expérience rude et amère, pour me faire aimer le milieu paisible dans lequel je vivais. Je désirais le combat, comme l'homme fatigué d'être resté trop longtemps assis sur un siège commode désire une longue promenade, et mon besoin d'agir était tout aussi naturel que le sien. Je flânais devant la porte, je flânais devant la prairie, je me promenais sur le pavé, les contrevents de la porte vitrée étaient fermés, je ne pouvais pas voir l'intérieur de la maison. Mes yeux et mon esprit semblaient, du reste, vouloir s'éloigner de cette caverne grise aux sombres voûtes, pour se tourner vers le beau ciel sans nuages qui planait au-dessus de ma tête. La lune montait majestueusement à l'horizon, laissant bien loin derrière elle le sommet des collines qu'elle avait d'abord éclairées. Elle semblait aspirer au sombre zénith, perdu dans les distances infinies. Les tremblantes étoiles qui suivaient sa course agitaient mon cœur et brûlaient mes veines. Mais il ne faut pas beaucoup pour nous ramener à la réalité. L'horloge sonna, cela suffit. Je détournai mes regards de la lune et des étoiles. J'ouvris une porte de côté et j'entrai. La grande salle n'était pas sombre, bien que la lampe de bronze ne fût pas encore allumée. Elle était éclairée, ainsi que les premières marches de l'escalier, par une lueur provenant de la salle à manger, dont la porte ouverte à 2 battants laissait voir une grille où brûlait un bon feu. La lumière du feu permettait d'apercevoir des tentures rouges, des meubles bien brillants et un groupe réuni autour de la cheminée. À peine l'avais-je entrevue, et à peine avais-je entendu un mélange de voix, parmi lesquelles je distinguais celle d'Adèle, que la porte se referma. Je me dirigeai promptement vers la chambre de madame Fairfax. Il y avait du feu, mais ni lumière, ni dame Fairfax. À sa place, un gros chien noir et blanc, tout semblable au Guy Trash, était assis sur le tapis et regardait le feu avec gravité. Je fus tellement frappé de cette ressemblance que je m'avançai vers lui en disant « Pilote ?» L'animal se leva et vint me flairer. Je le caressai. Il remua sa grande queue. Il avait l'air d'un chien abandonné. Et je me demandais d'où il pouvait venir. Je sonnai, car j'avais besoin de lumière, et je désirais savoir également quel était ce visiteur. Lee entra. « Quel est ce chien ?» demandai-je. « Il est venu avec le maître. »« Avec qui ?»« Avec le maître, monsieur Rochester, qui vient d'arriver. »« En vérité ? Et madame Fairfax est avec lui ?»« Oui, ainsi que mademoiselle Adèle. Et John est allé chercher un médecin, car il est arrivé un accident à notre maître. Son cheval est tombé, et monsieur Rochester a eu le pied foulé. »« Est-ce que son cheval n'est pas tombé dans le sentier de Hay ? » ?»« Oui, il a glissé en descendant la colline. »« Ah ! Apportez-moi une lumière, Lee. » Lee revint bientôt, suivi de madame Fairfax, qui me répéta la nouvelle, ajoutant que monsieur Carter, le médecin, était arrivé, et qu'il était avec monsieur Rochester. Puis elle alla donner des ordres pour le thé, et moi je montai dans ma chambre pour me déshabiller. Chapitre 13. D'après les ordres du médecin, monsieur Rochester se coucha de bonne heure et se leva tard le lendemain. Il ne descendit que pour ses affaires. Son agent et quelques-uns de ses fermiers étaient arrivés et attendaient le moment de lui parler. Adèle et moi nous fûmes obligés de quitter la bibliothèque parce qu'elle devait servir pour les réceptions d'affaires. On fit du feu dans une autre chambre, j'y apportai nos livres et je l'arrangeai en salle d'études. À partir de ce jour, le château changea d'aspect. Il ne fut plus silencieux comme une église. Toutes les heures, on entendait frapper à la porte, tirer la sonnette ou traverser la salle. Des voix nouvelles résonnaient au-dessous de nous. Depuis que Thornfield avait un maître, il n'était plus si étranger au monde extérieur. Quant à moi,
J'en étais contente. Ce jour-là, il fut difficile de donner des leçons à Adèle. Elle ne pouvait pas s'appliquer. Elle sortait continuellement de la chambre pour regarder par-dessus la rampe si elle ne pouvait pas apercevoir M. Rochester. Elle trouvait toujours des prétextes pour descendre. Elle désirait probablement entrer dans la bibliothèque, où l'on n'avait nul besoin d'elle. Lorsque je me fâchais et que je la forçais à rester tranquille, elle se mettait à me parler de son ami, Monsieur Edward Fairfax de Rochester, ainsi qu'elle l'appelait. C'était la première fois que j'entendais tous ces prénoms. Elle se demandait quel cadeau il pouvait lui avoir apporté. Il paraît que le soir précédent, M. Rochester lui avait annoncé une petite boîte dont le contenu l'intéresserait beaucoup et qui devait arriver de Millcote en même temps que les bagages. « Et cela doit signifier, dit-elle, qu'il y aura dedans un cadeau pour moi, et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur Rochester m'a parlé de vous, il m'a demandé le nom de ma gouvernante, et si elle n'était pas une personne assez mince et un peu pâle. J'ai dit que oui, car c'est vrai, n'est-ce pas, mademoiselle ? Moi et mon élève nous dînâmes comme toujours dans la chambre de madame Fairfax. Comme il neigeait, nous restâmes l'après-midi dans la salle d'études. À la nuit, je permis à Adèle de laisser ses livres et son ouvrage et de descendre, car, d'après le silence qui régnait en bas, et n'entendant plus sonner à la porte, je jugeais que M. Rochester devait être libre. Resté seul, je me dirigeais vers la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir. Le crépuscule et les flocons de neige obscurcissaient l'air et cachaient même les arbustes de la pelouse. Je baissais le rideau et je retournais au coin du feu. Je me mis à tracer sur les cendres rouges quelque chose de semblable à un tableau que j'avais vu autrefois et qui représentait le château de Heidelberg, sur les bords du Rhin. Madame Fairfax, arrivant tout à coup, interrompit ma mosaïque enflammée et empêcha mon esprit de se laisser aller aux accablantes pensées qui commençaient déjà à s'emparer de lui dans la solitude. « Monsieur Rochester serait heureux, dit-elle, que vous et votre élève voulussiez bien prendre le thé avec lui ce soir. Il a été si occupé tout le jour qu'il n'a pas encore pu demander à vous voir. »« À quelle heure prend-il le thé ? » demandai-je. « Oh, à 6 heures. Il avance l'heure de ses repas à la campagne. Mais vous feriez mieux de changer de robe maintenant. Je vais aller vous aider. Tenez, prenez cette lumière. »« Est-il nécessaire de changer de robe ? » ?»« Oui, cela vaut mieux. Je m'habille toujours le soir quand M. Rochester est là. » Cette formalité me semblait quelque peu cérémonieuse. Néanmoins, je regagnai ma chambre, et, aidée par madame Fairfax, je changeai ma robe de laine noire contre une robe de soie de la même couleur, ma plus belle, et du reste, la seule de rechange que j'eusse, excepté une robe gris clair, que, dans mes idées de toilette prises à Lowood, je regardais comme trop belle pour être portée, si ce n'est dans les grandes occasions. « Il vous faut une broche, » me dit madame Fairfax. Je n'avais pour tout ornement qu'une petite perle, dernier souvenir de mademoiselle Temple. Je la mis, et nous descendîmes. Avec le peu d'habitude que j'avais de voir des étrangers, c'était une épreuve pour moi que d'être ainsi appelée en présence de M. Rochester. Je laissai madame Fairfax s'avancer la première, et je marchais dans son ombre, lorsque nous traversâmes la salle à manger. Après avoir passé devant l'arche, dont le rideau était baissé pour le moment, nous arrivâmes dans un élégant boudoir. 2 bougies étaient allumées sur la table, et 2 sur la cheminée. Pilote se chauffait, à demi étendu, à la flamme d'un feu superbe. Adèle était agenouillée à côté de lui, sur un lit de repos, et le pied appuyé sur un coussin paraissait M. Rochester. Il regardait Adèle et le chien. Le feu lui arrivait en plein visage. Je reconnus mon voyageur avec ses grands sourcils de jais, son front carré, rendu plus carré encore par la coupe horizontale de ses cheveux. Je reconnus son nez plutôt caractérisé que beau, ses narines ouvertes, qui me semblaient annoncer une nature emportée. Sa bouche et son menton étaient durs. Maintenant qu'il n'était plus enveloppé d'un manteau, je pus voir que la carrure de son corps s'harmonisait avec celle de son visage. C'était un beau corps d'athlète,
à la large poitrine, aux flancs étroits, mais dépourvus de grandeur et de grâce. M. Rochester devait s'être aperçu de mon entrée et de celle de madame Fairfax, mais il paraît qu'il n'était pas d'humeur à la remarquer, car notre approche ne lui fit même pas lever la tête. « Voilà mademoiselle R. » dit tranquillement madame Fairfax. Il s'inclina, mais sans cesser de regarder le chien et l'enfant. « Que mademoiselle R. s'asseye, » dit-il. Son salut roide et contraint, son ton impatient, bien que cérémonieux, semblait ajouter « Que diable cela me fait-il que mademoiselle R. soit ici ou ailleurs ? Pour le moment, je ne suis pas disposé à causer avec elle. » Je m'assis sans embarras. Une réception d'une exquise politesse m'aurait sans doute rendue très confuse. Je n'aurais pas pu y répondre avec la moindre élégance ou la moindre grâce, mais cette brutalité fantasque ne m'imposait aucune obligation. Au contraire, en acceptant cette boutade, j'avais l'avantage. D'ailleurs, l'excentricité du procédé était piquante, et je désirais en connaître la suite. Monsieur Rochester continua de ressembler à une statue, c'est-à-dire qu'il ne parla ni ne bougea. Madame Fairfax pensa qu'il fallait au moins que quelqu'un fût aimable. Elle commença à parler avec douceur comme toujours, mais, comme toujours aussi, avec vulgarité. Elle le plaignit de la masse d'affaires qu'il avait eue tout le jour et de la douleur que devait lui avoir occasionné sa foulure. Puis, elle lui recommanda la patience et la persévérance, tant que le mal durerait. « Madame, je voudrais avoir du thé », fut la seule réponse qu'elle obtint. Elle se hâta de sonner, et, quand le plateau arriva, elle se mit à arranger les tasses et les cuillères avec une attentive célérité. Adèle et moi, nous nous approchâmes de la table, mais le maître ne quitta pas son lit de repos. « Voulez-vous passer cette tasse à monsieur Rochester ?» me dit madame Fairfax. Adèle pourrait la renverser. Je fis ce qu'elle me demandait. Lorsqu'il prit la tasse de mes mains, Adèle, pensant le moment favorable pour faire une demande en ma faveur, s'écria. « N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a un cadeau pour mademoiselle R. dans votre petit coffre ?»« Qui parle de cadeau ?» dit-il d'un air renfrogné. « Vous attendiez-vous à un présent, mademoiselle R. Aimez-vous les présents ?» Et il examinait mon visage avec des yeux qui me parurent sombres, irrités et perçants. « Je ne sais, monsieur, je ne puis guère en parler par expérience. Un cadeau passe généralement pour une chose agréable. »« Généralement. Mais vous, qu'en pensez-vous ?»« Je serais obligé d'y réfléchir quelque temps, monsieur, avant de vous donner une réponse satisfaisante. Un présent a bien des aspects, et il faut les considérer tous avant d'avoir une opinion. »« Mademoiselle R., vous n'êtes pas aussi naïf qu'Adèle. Dès qu'elle me voit, elle demande un cadeau à grands cris. Vous battez les buissons. » Note de la lectrice. Vous tournez autour du pot. C'est que j'ai moins confiance qu'Adèle dans mes droits. Elle peut invoquer le privilège d'une vieille connaissance et de l'habitude, car elle m'a dit que de tout temps vous lui aviez donné des jouets. Quant à moi, je serais bien embarrassée de me trouver un titre, puisque je suis étrangère et que je n'ai rien fait qui mérite une marque de reconnaissance. Oh, ne faites pas la modeste. J'ai examiné Adèle, et j'ai vu que vous vous êtes donné beaucoup de peine avec elle. Elle n'a pas de grande disposition, et en peu de temps, vous l'avez singulièrement améliorée. Monsieur, vous m'avez donné mon cadeau, et je vous en remercie. La récompense la plus enviée de l'instituteur, c'est de voir louer les progrès de son élève. Oh, oh, fit M. Rochester, et il but son thé en silence. Venez près du feu, dit-il, lorsque le plateau fut enlevé et que madame Fairfax se fut assise dans un coin avec son tricot. Adèle était occupée à me faire le tour de la chambre pour me montrer les beaux livres et les ornements placés sur les consoles et les chiffonnières. Dès que nous entendîmes la voix de M. Rochester,
nous nous hâtâmes d'obéir. Adèle voulut s'asseoir sur mes genoux, mais il lui ordonna de jouer avec Pilote. « Il y a 3 mois que vous êtes ici, me demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« D'où veniez-vous ?»« De Lowood, dans le comté de... »« Ah, une école de charité. Combien de temps y êtes-vous resté ?»« 8 ans. »« 8 ans ? Alors vous avez la vie dure. Je croyais que la moitié de ce temps serait venue à bout de la plus forte constitution. Je ne m'étonne plus que vous ayez l'air de venir de l'autre monde. Je me suis déjà demandé où vous aviez pu attraper cette espèce de figure. Hier, lorsque vous êtes venu au-devant de moi, dans le sentier de Hay, j'ai pensé au conte de fées, et j'ai été sur le point de croire que vous aviez ensorcelé mon cheval. Je n'en suis pas encore bien sûr. Quels sont vos parents ? Je n'en ai pas. Et vous n'en avez jamais eu, je suppose. Vous les rappelez-vous ? Non. Je le pensais, en effet. Et lorsque je vous ai trouvée assise sur cet escalier, vous attendiez votre peuple. De qui parlez-vous, monsieur ? Eh, mais des hommes verts. Il y avait un clair de lune qui devait leur être propice. Ai-je brisé un de vos cercles pour que vous ayez jeté sur mon passage ce maudit morceau de glace ? Je secouai la tête. Il y a plus d'un siècle, dis-je, aussi sérieusement que lui, que tous les hommes verts ont abandonné l'Angleterre. Ni dans le sentier de Hay, ni dans les champs environnants, vous ne trouverez des traces de leur passage. Désormais, le soleil de l'été n'éclairera pas plus leur bacchanal que la lune de l'hiver. Madame Fairfax avait laissé tomber son tricot et semblait ne rien comprendre à notre conversation. « Eh bien, dit M. Rochester, si vous n'avez ni père ni mère, vous devez au moins avoir des oncles ou des tantes. »« Non, aucun que je connaisse. »« Quelle est votre demeure ? » ?»« Je n'en ai pas. »« Où demeurent vos frères et vos sœurs ? » ?»« Je n'ai ni frère ni sœur. »« Qui vous a fait venir ici ? » ?»« J'ai fait mettre mon nom dans un journal et Madame Fairfax m'a écrit. »« Oui, » dit la bonne dame qui savait maintenant sur quel terrain elle était. « Et chaque jour je remercie la Providence du choix qu'elle m'a fait faire. Mademoiselle R a été une compagne parfaite pour moi et une institutrice douce et attentive pour Adèle. » « Ne vous donnez pas la peine d'analyser son caractère, » répondit M. Rochester. « Les éloges n'influent en rien sur mon opinion. Je jugerai par moi-même. Elle a commencé par faire tomber mon cheval. »« Monsieur, » dit Madame Fairfax, « c'est à elle que je dois cette foulure. » La veuve regarda avec étonnement et sans comprendre. « Mademoiselle R, avez-vous jamais demeuré dans une ville ? » reprit M. Rochester. « Non, monsieur. »« Avez-vous vu beaucoup de monde ? » ?»« Rien que les élèves et les maîtres de Lowood et les habitants de Thornfield. »« Avez-vous beaucoup lu ? » ?»« Je n'ai jamais eu qu'un très petit nombre de livres à ma disposition, et encore ce n'étaient pas des ouvrages bien remarquables. »« Vous avez mené la vie d'une nonne, et sans doute vous avez été élevé dans des idées religieuses. Brocklehurst, qui, je crois, dirige Lowood, est un ministre. »« Oui, monsieur. »« Et probablement que vous autres jeunes filles, vous le vénériez comme un couvent de religieuses vénère son directeur. »« Oh non !»« Vous êtes bien froide. Comment ? Une novice qui ne vénère pas un prêtre. Voilà quelque chose de scandaleux. » Je détestais M. Brocklehurst, et je n'étais pas la seule. C'est un homme dur et intrigant. Il nous a fait couper les cheveux et, par économie, il nous achetait des aiguilles et du fil tels que nous pouvions à peine coudre. « C'était une très mauvaise économie, » dit Madame Fairfax, qui de nouveau put prendre part à la conversation. « Et était-ce son plus grand crime ? » demanda M. Rochester. Avant l'établissement du comité, et tant qu'il fut seul maître dans l'école, il ne nous donnait même pas une nourriture suffisante. Une fois chaque semaine, il nous ennuyait par ses longues lectures, et tous les soirs il exigeait que nous lussions des livres qu'il avait faits sur la mort subite et le jugement. Ces livres nous effrayaient tellement que nous n'osions plus aller nous coucher.
À quel âge êtes-vous entré à Lowood? À 10 ans. Et vous y êtes resté 8 ans? Alors, vous avez 18 ans? Je répondis affirmativement. Vous voyez que l'arithmétique est utile. Sans elle, je n'aurais jamais pu deviner votre âge. Car ce n'est pas facile à trouver, quand les traits et l'air sont si peu en rapport avec l'âge. Qu'avez-vous appris à Lowood? Jouez-vous du piano? Un peu. C'est juste. C'est la réponse convenue. Entrez dans la bibliothèque. S'il vous plaît, veux-je dire. Excusez mon ton de commandement, je suis habitué à dire « faites cela » et on le fait. Je ne puis changer cette habitude pour une nouvelle venue. Entrez donc dans la bibliothèque, prenez une lumière, laissez la porte ouverte, asseyez-vous au piano et jouez un air. Je partis et je suivis ses indications. « Assez !» me cria-t-il au bout de quelques minutes. « Je vois que vous jouez un peu, comme une pensionnaire anglaise, peut-être un peu mieux que quelques-unes, mais pas bien. » Je fermai le piano et je revins. Monsieur Rochester continua. « Ce matin, Adèle m'a montré quelques esquisses qu'elle dit être de vous. Je ne sais si elles sont entièrement faites par vous. Un maître vous a probablement aidé. »« Non, en vérité, » m'écriai-je. « Oh, ceci pique votre orgueil. Eh bien, allez chercher votre portefeuille, si vous pouvez affirmer que tout ce qu'il contient est de vous. Mais n'assurez rien sans être certaine, car je m'y connais. » Alors, monsieur, je me tairai et vous jugerez vous-même. J'apportai mon portefeuille. Approchez la table, dit-il. Je la roulai jusqu'à lui. Adèle et madame Fairfax s'avancèrent pour voir les dessins. Ne vous pressez pas ainsi, dit monsieur Rochester. Vous prendrez les dessins à mesure que j'aurai fini de les regarder, mais ne placez pas vos figures si près de la mienne. Il examina les peintures et les esquisses. Il en mit 3 de côté. Après avoir regardé les autres, il les jeta loin de lui. « Emportez-les sur l'autre table, madame Fairfax, dit-il, et regardez-les avec Adèle. Quant à vous, ajouta-t-il en me regardant, asseyez-vous et répondez à mes questions. Je vois bien que ces 3 peintures ont été faites par la même main. Cette main est-elle la vôtre? Oui. Quand avez-vous trouvé le temps de les faire? Car elles ont dû demander beaucoup de temps et un peu de réflexion. Je les ai faites dans les 2 dernières vacances que j'ai passées à Lowood, quand je n'avais pas autre chose à faire. Où avez-vous trouvé les originaux de ces copies? Dans ma tête. Dans cette tête que je vois sur vos épaules? Oui, monsieur. A-t-elle encore d'autres sujets du même genre? J'espère que oui, et j'espère même qu'ils seraient meilleurs. Il étendit les peintures devant lui et les regarda de nouveau. Pendant que monsieur Rochester est ainsi occupé, lecteur, j'ai le temps de vous les décrire. D'abord, je dois vous avertir qu'elles n'ont rien de merveilleux. Les sujets s'étaient présentés avec force à mon esprit. Ils étaient frappants, tels que je les avais conçus avant d'essayer de les reproduire. Mais ma main ne put pas obéir à mon imagination, ou du moins ne reproduisit qu'une pâle copie de ce que voyait mon esprit. C'étaient des aquarelles. La première représentait des nuages livides sur une mer agitée. L'horizon et même les vagues du premier plan étaient dans l'ombre. Un rayon de lumière faisait ressortir un mât à moitié submergé, et au-dessus duquel un noir cormoran étendait ses ailes tachetées d'écume. Il portait à son bec un bracelet d'or orné de pierres précieuses, auquel je m'étais efforcé de donner les teintes les plus nettes et les plus brillantes. Au-dessous du mât et de l'oiseau de mer flottait un cadavre qu'on n'apercevait que confusément à travers les vagues vertes. Le seul membre qu'on pût voir distinctement était le bras qui venait d'être dépouillé de son ornement. Le second tableau avait pour premier plan une montagne couverte de gazon et de feuilles soulevées par la brise. Au-delà et au-dessus tendait le ciel bleu foncé d'un crépuscule. Une femme, dont on ne voyait que le buste, apparaissait dans ce ciel. J'avais combiné, pour la représenter, les teintes les plus sombres et les plus douces. Son front était surmonté d'une étoile. Le bas de sa figure
était voilé par des brouillards. Ses yeux étaient sauvages et sombres. Ses cheveux flottaient autour d'elle, comme des nuages obscurs, déchirés par l'électricité ou l'orage. Sur son cou brillait une pâle lueur semblable à un rayon de la lune. Cette lueur se répandait aussi sur les nuages légers qui entouraient cet emblème de l'étoile du soir. Le dernier tableau, enfin, représentait le pic d'un glacier s'élançant vers un ciel d'hiver. Les rayons du nord envoyaient à l'horizon leur légion de dards. Sur le premier plan, on apercevait une tête colossale appuyée sur le glacier. 2 mains délicates croisées au-dessous du front couvraient d'un voile noir le bas de la figure. On ne voyait qu'un front pâle, des yeux fixes, creux et désespérés. Au-dessus des tempes, au milieu d'un turban déchiré et de draperies noires vaguement indiquées, brillait un cercle de flammes blanches parsemées de pierres précieuses d'une teinte plus vive que le reste du tableau. Cette pâle auréole était l'emblème d'un diadème royal, et elle couronnait un être qui n'avait pas de corps. « Étiez-vous heureuse quand vous avez fait ces dessins ?» me demanda M. Rochester. « J'étais absorbée, monsieur. Oui, j'étais heureuse. Peindre est une des jouissances les plus vives que j'ai connues. »« Ce n'est pas beaucoup dire. Vous avouez vous-même que vos plaisirs n'étaient pas nombreux. Vous deviez être plongé dans une sorte de rêve d'artiste quand vous avez mélangé ces teintes étranges. Y passiez-vous longtemps chaque jour ? » C'était pendant les vacances. Je n'avais rien à faire. Je m'y mettais le matin et j'y restais jusqu'à la nuit. La longueur des jours d'été favorisait mon inclination. Et étiez-vous satisfaite du résultat de vos ardents travaux ? Loin de là, je souffrais du contraste qu'il y avait entre mon idéal et mon œuvre. Je me sentais complètement impuissante à réaliser ce que j'avais imaginé. Pas tout à fait. Vous avez fixé l'ombre de vos pensées, mais pas plus, probablement. Vous n'aviez pas assez de science et d'habileté technique pour les rendre complètement. Cependant, ces esquisses sont remarquables pour une écolière. La pensée qu'elles veulent représenter est fantastique. Ces yeux de l'étoile du soir, vous avez dû les voir dans un de vos rêves. Comment avez-vous pu les faire si clairs et pourtant si peu brillants ? Que vouliez-vous dire en les faisant si profonds et si solennels ? Qui vous a appris à peindre le vent ? Voilà une tempête sur le ciel et sur cette hauteur. Où avez-vous vu l'Atmos ? Car c'est l'Atmos. Retirez ces dessins. J'avais à peine noué les cordons du portefeuille que, regardant sa montre, il dit brusquement : « Il est 9 heures. À quoi pensez-vous, mademoiselle R, de laisser Adèle veiller si tard ? Allez la coucher. » Adèle embrassa son tuteur avant de quitter la chambre. Il accepta ses caresses, mais ne sembla pas les goûter plus que ne l'aurait fait Pilote. Moins, peut-être. « Maintenant, je vous souhaite le bonsoir à tous, » dit-il en montrant la porte, ce qui signifiait qu'il était fatigué de notre compagnie et qu'il désirait nous renvoyer. Madame Fairfax roula son tricot. Je pris mon portefeuille, nous lui fîmes un salut auquel il répondit froidement, et nous nous retirâmes. « Vous prétendiez que M. Rochester n'était pas très original, Madame Fairfax ?» lui dis-je, lorsque, après avoir couché Adèle, je la rejoignis dans sa chambre. « Vous le trouvez donc bizarre ? Je le trouve très mobile et très brusque. C'est vrai, il peut bien faire cet effet-là à un étranger, mais moi, je suis tellement habituée à ses manières que je n'y pense jamais. Et puis, si son caractère est singulier, il faut se montrer indulgent. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est sa nature, et que personne ne peut changer sa nature. Ensuite, parce qu'il est sans doute accablé de douloureuses pensées, et que c'est là ce qui lui donne un caractère inégal. Quelles pensées donc ? Des luttes de famille. Il n'a pas de famille. Mais il en a eu. Il a perdu son frère aîné, il y a quelques années. Son frère aîné ? Oui, il n'y a que 9 ans à peu près que M. Rochester possède cette propriété. 9 ans ? C'est déjà passable ?
Aimait-il donc son frère au point d'être resté inconsolable tout ce temps? Oh non, je crois qu'il y a eu des disputes entre eux. Monsieur Roland Rochester n'était pas très juste à l'égard de monsieur Édouard, et même il a excité son père contre lui. Le vieillard ne pouvait pas séparer en deux les biens de la famille, et il désirait pourtant que monsieur Édouard fût riche aussi, pour l'honneur du nom. Il en résulta des démarches très fâcheuses. Le vieux monsieur Rochester et monsieur Roland s'entendirent, et afin d'enrichir monsieur Édouard, ils l'entraînèrent dans une position douloureuse. Je ne sais pas au juste ce qu'ils firent, mais toujours est-il que monsieur Édouard ne put pas supporter tout ce qu'il eut à souffrir. Il n'est pas indulgent, aussi rompit-il avec sa famille, et depuis longtemps il mène une vie errante. Je ne crois pas qu'il soit resté 15 jours de suite ici depuis que la mort de son frère l'a laissé maître du château. Du reste, je ne m'étonne pas qu'il évite ce lieu. Et pourquoi? Il le trouve triste, peut-être. La réponse était vague. J'aurais désiré quelque chose de plus clair. Mais madame Fairfax ne pouvait ou ne voulait pas donner des détails plus circonstanciés sur l'origine et la nature des épreuves de monsieur Rochester. Elle avouait que c'était un mystère pour elle et qu'elle ne pouvait que faire des conjectures. Il était évident qu'elle ne désirait plus parler de cela. Je le compris et j'agis en conséquence.